The Place to Be, c'est-à-dire le site de Parc Jourdan à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez le plateau de la Tribune en direct avec César Armand. Nous allons interviewer le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Pour parler de décarbonation des transports, bien sûr. Il va y avoir le Conseil de planification de transition écologique qui aurait dû avoir lieu si les événements ne l'avaient pas reporté cette semaine et qui va avoir lieu, si j'ai bien compris, le 17 juillet. Alors, dans votre domaine de compétences, le transport, 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France, qu'est-ce que cette planification écologique va proposer, va changer, si vous pouvez nous donner quelques scoops? D'abord, vous l'avez rappelé, le secteur des transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre et c'est aussi 30% de la facture énergétique de notre pays. Avec, je prends une entreprise comme la SNCF, même si c'est pour la bonne cause. Une partie de notre déficit extérieur, donc. Oui, alors on a aussi de grands exportateurs, je pense à l'aéronautique par exemple, ou à des entreprises du ferroviaire comme Alstom. Vous prenez une seule entreprise comme la SNCF en France, même si c'est, si je puis dire, de la bonne énergie, puisque c'est un transport décarboné, c'est 2% de la facture d'électricité française. Donc on voit bien que c'est un secteur majeur. Alors la planification écologique, ça consiste en quelque sorte à mettre bout à bout les différentes pièces du puzzle. Dans le secteur des transports, on a déjà lancé un certain nombre de choses et fait un certain nombre d'annonces. La Première ministre a présenté un plan d'avenir pour les transports, c'était fin février. On est en train de le construire, c'est ça qu'on fait dans la planification écologique. Je prends quelques exemples. On a lancé des contrats de plans entre l'État et les régions. C'est presque 9 milliards d'euros sur les 5 prochaines années. C'est 50% de plus de ce qu'on faisait chaque année jusqu'à présent pour le ferroviaire, pour les transports publics, pour les RER métropolitains qu'a annoncé le président de la République. Donc dans la planification écologique, on va récapituler et accélérer tout ça. Je pense par exemple pour le ferroviaire, le travail que j'ai lancé sur un billet unique et un pass pour les jeunes qu'on va essayer de développer parce qu'il faut aussi des infrastructures et des usages plus accessibles, plus faciles à nos transports. On va y revenir, mais peut-être sur le plan macro, c'est quoi l'objectif de décarbonation à l'horizon 2030 de ce secteur? L'objectif de décarbonation des transports, c'est presque 30 millions de tonnes de CO2 qu'il faut économiser pour réussir nos objectifs. On sait qu'on a un objectif français européen collectif, global, de moins 55% de nos émissions de gaz à effet de serre en quelques années, d'ici 2030, et puis zéro carbone net en 2050. Pour donner une idée, depuis 1990, le secteur des transports, il ne s'est pas décarboné au total. Donc vous voyez l'effort qu'il faut faire. Et ce que je disais ici à Aix, c'est qu'il faut appuyer sur tous les boutons à la fois. Alors pas n'importe comment, de manière organisée, sinon on a une mélodie qui n'est pas très jolie. Mais il faut qu'on fasse à la fois du report modal, comme on dit, plus de transport public, moins de voitures au quotidien, mais aussi que la route, parce que c'est aujourd'hui 85% de nos déplacements et ça restera massif dans nos déplacements du quotidien, se décarbone elle-même, d'où la voiture électrique. Il n'y a pas de contradiction entre soutenir le train et mettre de l'argent sur le véhicule vert et la voiture électrique partout en France. C'est ça. Monsieur le ministre, les présidents de région qui sont en train ou qui viennent de contractualiser les CPER, les contrats de plan État-région, disent que la route est pourtant le grand oublié de ces contrats. Oui, alors c'est pas le grand oublié, mais on assume des choix dans ces contrats qui augmentent au total. Je dis presque 9 milliards d'euros sur 5 ans. J'insiste, c'est 50% de plus chaque année que ce qu'on faisait jusqu'à présent. On assume effectivement que la part de ces CPER consacrés aux ferroviaires soit massive. C'est presque 70% des crédits de ces contrats de plan État-région qui seront consacrés au transport public et aux infrastructures ferroviaires, y compris le fret par exemple. Donc il y a encore de l'argent pour la route, c'est à peu près 20% de ces contrats de plan, mais il y en a moins. Et donc il y a des projets qui sont en cours qu'on va évidemment finaliser, on va aller au bout. Dans toutes les régions de France, je pense dans les Hauts-de-France à la route nationale 2, je pense dans la région PACA où nous sommes aujourd'hui à la liaison entre Fos et Salon de Provence, etc. Donc il y a des projets routiers qui continuent, des projets de proximité, des projets de désenclavement, des projets qui permettent à nos ports, comme celui de Fos ici, d'évacuer, si je puis dire, leurs marchandises par le train ou par la route. Mais on fera moins de routes, en effet, dans les années qui viennent, et on sera plus sélectif sur les projets, parce qu'on ne peut pas dire, ce serait mentir aux gens, que même si on met plus de moyens au total sur la transition écologique, on ne fera pas des choix et on n'aura pas des priorités. Et la priorité, c'est RER métropolitain, transport public, ferroviaire. Puis on a une négociation. On commence juste, et donc dans l'enveloppe que j'ai donnée à chacun des préfets pour négocier avec les présidents de région, on peut discuter de tel ou tel projet routier, c'est ce qu'on est en train de faire. Et dès lundi, avec le ministre de la Transition écolo et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, vous allez recevoir le rapport de France Urbaine sur les zones à faible émission.
Vous m'avez dit hier, entre deux portes, il y aurait plus de souplesse. Concrètement, qu'est-ce que vous allez annoncer lundi ? Alors, on l'annoncera lundi, donc... on aura essayé. Voilà, vous aurez essayé. Non, ce qu'il y a, moi j'ai insisté de longue date, et c'est l'optique qu'on défend avec Christophe Béchu, c'est que d'abord, la loi, elle est parfois mal comprise, et je pense qu'il y a un travail aussi de clarification. Ce qu'on appelait la souplesse, elle est dans la loi. La loi, elle ne prévoit pas que le 1er janvier 2025, parce qu'on entend souvent cette date, ou fin 2024. C'est pour les 43 agglomérations qui sont concernées normalement à cette date. Alors, il y a 43 agglomérations qui sont obligées d'avoir une zone à faible émission de par la loi, ou des lois successives, sans rentrer dans trop de détails. Mais ça ne veut pas dire que tout se passe partout au même rythme. Et il y a beaucoup de marge de décision locale. Je crois que ce sera l'esprit du rapport qu'on propose d'exploiter et d'explorer. Par exemple, les agglomérations qui sont en dépassement de seuil d'émission pour la qualité de l'air, parce que ça sert à ça, les ZFE, à améliorer la santé publique, à améliorer la qualité de l'air, elles vont évidemment devoir aller plus vite. Dès 2025, elles ont commencé que les autres. Ça ne veut pas dire que partout en France, les critères 1, 2, 3 vont être interdits le 1er janvier 2025. C'est très important de dire que les agglomérations qui ne sont pas en seuil de dépassement de qualité d'air ont de la souplesse, c'est reconnu par la loi, et c'est elles qui décident en fonction de leur contexte local, de leur politique de santé publique, de leur politique automobile, de leur politique de transport public, à quel rythme elles vont aller. Mais franchement, Clément Beaune, si on regarde les choses un peu en face, il n'y a pas eu sur cette loi d'études d'impact. Aujourd'hui, vous avez à la fois le secteur du patronat, les artisans qui disent on a des difficultés énormes, on ne sait pas, on veut même réindustrialiser dans certaines zones, on ne sait pas si nos salariés pourront rejoindre ces zones du fait qu'ils n'auront pas eu les moyens de changer de véhicule. Est-ce qu'on n'a pas mis un peu la charrue avant les bœufs en la matière? Est-ce que sérieusement, les ZFE qui sont aujourd'hui un peu instrumentalisés par une partie de l'extrême droite, il faut le dire, et par les populistes, à tort ou à raison, en tout cas pour dire ce sont des zones de forte exclusion, extrême droite et extrême gauche d'ailleurs, sur ces sujets-là, même les communistes le disent. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas un moratoire pour que les choses soient plus clairement posées et mettre les transports publics, par exemple, aussi à disposition? On a reçu Keolis, ils sont prêts à mettre en place des moyens supplémentaires. Est-ce qu'on a fait ce travail suffisamment sérieusement pour pouvoir mettre en place les zones à faible émission à la date prévue? Est-ce qu'il ne faudrait pas les décaler plutôt de quelques années? Il ne faut surtout pas abandonner cette ambition. Sans abandonner l'ambition de santé publique. Bien sûr, mais vous savez comment ça se passe. Oui, mais après, si les gens se révoltent, on a les gilets jaunes, on sait comment ça se termine. Mais vous avez complètement raison, et je crois qu'on a tiré des leçons aussi de cette crise qui a été celle des gilets jaunes, où peut-être il n'y avait pas assez, non seulement d'explications, de temps et d'accompagnement social, réglementaire, etc. Donc bien sûr, c'est le premier dossier dont on s'est saisi à Christophe Béchu quand on est arrivés tous les deux au ministère de la Transition écologique et des Transports. La loi, elle donne du temps. C'est ça aussi que rappelle d'ailleurs le rapport sénatorial de M. Tabarot. Je crois que ce sera l'esprit du rapport qui nous sera remis lundi matin. Elle différencie entre les agglomérations. Donc c'est pas vrai de dire que la loi, il faut bien être clair là-dessus parce que vous avez utilisé le bon mot, c'est instrumentaliser. Il ne faut pas jouer avec les peurs. La loi ne prévoit pas. Je suis d'accord, mais moi je tombe sur les métropoles le 1er janvier 2025. Je suis un Français moyen qui vit dans la ruralité ou en périphérie et qui me pose la question de savoir j'ai le droit de faire quoi avec ma voiture qui n'est pas critère 1 parce que je ne peux pas la changer demain. Est-ce que je n'ai pas besoin d'avoir un message simple un peu partout? Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Mais vous avez besoin d'avoir un message simple et concret dans la métropole dans laquelle vous habitez. On est bien d'accord que, là je crois que ce serait une erreur, que l'État décide depuis Paris, que la règle dans la métropole du Grand Paris, dans la métropole d'Aix-Marseille... Donc ça va être aux collectivités locales de communiquer. Bien sûr, et avec un accompagnement de l'État de plusieurs façons. D'abord sur le plan financier. Pour aider à changer de voiture. Pour aider à changer de voiture. On a augmenté par exemple le bonus écologique l'an dernier, il faut le faire encore mieux connaître pour les ménages les plus modestes à 7 000 €. Il y a des primes à la conversion qui peut s'ajouter aussi et qui est majorée quand on est dans une zone à faible émission. Donc il y a des outils, on a peut-être une responsabilité de donner plus de souplesse et plus de clarté et de dire, et c'est pas une façon de se défausser, c'est une façon au contraire d'adapter la chose. On voit bien la difficulté politique, c'est ça que je veux dire. Mais alors, attendez, il faut être très clair aussi. Moi je pense qu'il faut avoir une vision qui soit simple et limpide. La vision, c'est oui, il faudra des ZFE. Si vous mettez un moratoire, on sait comment ça se passe. Vous débranchez la prise, vous la rebranchez jamais. D'accord. Soyons clairs. Donc j'entends, il ne faut pas céder. Bon. Ensuite, il faut adapter à chaque collectivité locale. Il y a celles qui sont en dépassement d'émissions, problème de qualité de l'air, elles ont des règles plus strictes, c'est déjà prévu par la loi, on le redira. Et celles qui n'ont pas cette difficulté immédiate et urgente, et elles auront plus de souplesse, et c'est chaque métropole qui décide. Et puis il y a un accompagnement de l'État, l'argent, pour changer votre voiture, passer à l'électrique, et on donne un peu de temps pour ça aussi. Et puis dernier point,
c'est que souvent les gens utilisent la voiture, et vous avez raison. Moi, j'ai ma famille, ma mère qui habite à quelques kilomètres d'ici, dans un village de 4000 habitants, elle a besoin de la voiture. Mais si vous lui offrez plus de transport public, et ça met un peu de temps, ce qu'on appelle les RER métropolitains, des bus à haut niveau de service, etc., et ben dans 2, 3, 4 ans, ce ne sera pas la même situation. On ne dira pas la même chose. Exactement. Donc, il faut assumer. Espérons-le du moins. Quand on parle de transition écologique, le mot transition est important, ce qui est angoissant. Et je le comprends parfaitement. C'est le process. Voilà. C'est le process parce que les gens ils se disent mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Dans combien de temps la règle s'applique? Reconnaissez que telle que la loi a été bâtie, elle était peut-être un petit peu difficile à mettre en œuvre. Mais c'est toujours pareil, quand vous votez une loi, vous avez un peu de temps devant vous, donc personne n'en parle. Et puis quand la règle arrive, on commence à s'inquiéter. C'est quand on se prend le mur qu'on voit le mur, c'est sûr. Oui, mais c'est pour ça qu'on anticipe. Et il y a un dernier point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est la logistique. Et vous parlez des professionnels, les taxis, les camions, etc. On va éviter justement. Bien sûr, il y aura des mesures spécifiques. Non, mais ça c'est très important. C'est ce que j'avais lancé là aussi dès mon arrivée. Il y a une concertation de plusieurs mois pour qu'on ait les mêmes règles pour le coup dans les différentes métropoles. Parce qu'autant quand vous habitez à Aix-Marseille, il y a peu de chances que vous alliez tous les jours avec votre voiture à Paris, si vous êtes un citoyen normal qui va au boulot. Autant quand vous êtes un professionnel de la logistique, il y a des chances que vous alliez de temps en temps à Lyon, de temps en temps à Marseille. Si ce n'est pas les mêmes règles pour votre camion ou votre camionnette, là vous avez un problème. Donc on a aussi lancé cette harmonisation des règles pour ceux qui sont des professionnels. César, quelques questions sur le rail peut-être? Je voulais revenir sur les ZFE, c'est quand même un peu la bombe sociale à retardement. Quand même, Ils font des amorces parce que je pense que c'est très important. Non, mais il y a la facilité, la démagogie qui est de dire on arrête tout. Oui, mais je dis pas la responsabilité qui est d'avancer avec ces adaptations-là. Je dis juste qu'il y a des idées concrètes en ce moment sur la table et je voulais quand même avoir votre regard là-dessus. Je pense aux élus des grandes villes qui poussent notamment une idée pas trop bête, je trouve, savoir, normalement, ceux qui sont les plus pénalisés par les ZFE, c'est ceux qui habitent même pas dans les frontières administratives des métropoles, qui habitent aux frontières, dans le périurbain. Ces gens-là, est-ce que les collectivités disent des métropoles, nous on a de l'argent, on pourrait subventionner ces gens qui habitent en dehors de nos frontières administratives, juste à côté? Est-ce que ça c'est une piste qui pourrait être retenue lundi? Alors oui, c'est une piste qui peut, alors lundi je sais pas, mais c'est une piste qui peut être retenue et moi je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'effectivement, on dit souvent mais les aides dont j'ai parlé à l'instant, c'est des aides pour les gens qui sont dans les ZFE. La majoration par exemple de la prime à la conversion, c'est pour les gens qui sont dans les ZFE. Et ceux qui sont les plus pénalisés, qui s'inquiètent le plus, c'est ceux qui habitent juste en dehors de la ZFE et qui peuvent y rentrer évidemment et qui veulent y rentrer et il faut changer de voiture ou il faut améliorer les choses. Donc oui, ça fait partie des choses qu'on travaille avec les collectivités. Ça prendra sans doute encore quelques semaines voire quelques mois, mais qu'on est... Ça demande d'être examiné pour le budget. Bien sûr, exactement, on va regarder ça d'ici le budget pour que... Il y a aussi la voiture à 100 €, là, le projet de leasing qui arrive. Mais pour que les outils qu'on mette en place soient des outils pour ceux qui sont en dehors des ZFE et qui s'inquiètent légitimement de savoir est-ce que demain je peux rentrer. Le leasing social aussi. Une question de temps. Le leasing social qui arrive, donc dans le prochain budget, il y aura de l'argent. Pour la fin de l'année. Oui. On l'a dit, le président de la République l'a dit au moment du mondial de l'auto, on pourra commencer à réserver ces voitures à 100 € d'ici la fin de l'année. Moi, quel niveau de revenu on ça, sait c'est encore justement en train d'arbitrer, d'accord. Exactement, les territoires qui vont être les premiers servis et puis les critères de revenus. Moi, je pense qu'il faut démontrer que justement, c'est dans les ZFE ou en marge des ZFE et dans les zones rurales qu'on a les premiers services, si je puis dire, sur ce dispositif de leasing. Quelques questions, parce qu'on a un peu de temps, mais sur le train quand même, parce que c'est l'une des réponses principales à la décarbonation des transports. Le rail, les fameux 100 milliards qui étaient prévus pour mettre dans... Ils sont prévus. Ils sont prévus. Alors, ils sont prévus, mais ils ne sont pas encore là. Il y a vraiment un sujet qui aujourd'hui est celui du prix du train, notamment pour les plus jeunes, ceux qui se déplacent, qui ont besoin de travailler, etc. Est-ce que vous allez faire comme en Allemagne, quelque chose de simple, de clair, de lisible, notamment dans des zones métropolitaines, pour avoir des prix de billets qui soient les mêmes, pour pouvoir avoir des billets finalement avec un usage finalement une sorte de carte orange métropolitaine, quoi. Alors la réponse est oui, il faut qu'on ait quelque chose de très simple. Est-ce qu'on peut trouver un bon équilibre de prix? Parce qu'il faut aussi investir. C'est ce qu'on va discuter avec les régions, parce que comme vous le savez en France, il y a les trains du quotidien qui sont les intercités, qui sont utilisés par 12 millions de Français par an, et puis il y a les TER qui, eux, relèvent des régions, et les tarifs sont fixés, c'est la décentralisation, c'est très bien comme ça, par les régions. Les Allemands ont réussi à faire ça. D'ailleurs, le prix à 49 €, c'est pas pour l'équivalent des TGV, c'est pour l'équivalent des intercités et des TER. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'ont fait les Allemands d'ailleurs. Ils ont mis autour de la table pendant plusieurs mois le gouvernement central et les Länder, l'équivalent des régions, et ils ont dit, on va faire le même produit, le même pass, et on va essayer de faire un prix unique. Moi, je souhaite qu'on aille dans cette direction. Il faut l'accord des régions. On ne peut pas décider à leur place, mais j'aurais proposé de faire ce travail. On va commencer Est-ce que très le prix d'équilibre sera attractif pour quelqu'un des classes moyennes? Vous savez, vous avez utilisé le mot de simplicité. Oui, je pense que c'est important. Bien sûr, le pass à 49 € en Allemagne, son principal avantage, c'est que d'ailleurs on le connaît même en France, c'est qu'il est simple, il a un prix unique, il est extrêmement attractif pour ça. Le paradoxe français ou franco-allemand, c'est qu'en moyenne, nos trains sont moins chers qu'en Allemagne.
mais on n'a pas réussi à faire une offre unique. On est ici en région en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un étudiant en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour 90 € par an, je fais la pub du président Muselier, il peut avoir les trains TER illimités. C'est beaucoup moins cher que le pass à 49 € allemand. Mais simplement, comme il n'y a pas la même offre en Occitanie, en Île-de-France... Donc il faudrait harmoniser un petit peu tout ça. Bien sûr, mais il faut que les régions soient d'accord. On est un pays de liberté régionale aussi. Et donc j'aurai cette discussion avec Carole Delga et les présidents de région. Je sais que vous êtes attachés à ces équilibres territoriaux. On est très attachés aux régions, la tribune, vous le savez, monsieur le ministre. César. On fera ça avec elle. Oui, les 100 milliards d'ici à 2030 dans le ferroviaire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une loi de programmation pluriannuelle? Alors d'ici 2030 et 2040, on a projeté les 100 milliards d'euros d'investissement d'ici 2040. Oui, moi je l'ai dit très clairement, je souhaite qu'on ait une loi de programmation. Pourquoi? Parce que ça permet de donner la visibilité sur ces investissements, de regrouper ce que font l'État et les régions, notamment pour le ferroviaire, plutôt que d'avoir des choses un peu éparpillées en quelque sorte et un effort qui est moins visible et moins fort. J'ai engagé depuis la semaine dernière des consultations avec tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat pour leur proposer de se mettre d'accord sur le cadrage d'une telle loi, le budget, les grandes orientations. S'il y a pas échappé qu'il y avait une majorité relative à l'Assemblée nationale, si on arrive à trouver, je suis en train d'essayer de la bâtir, une coalition responsable, engagée pour nos transports et cette loi d'orientation, je crois qu'on pourra le faire au début de l'année prochaine. Clément Beaune, on n'est pas loin de Marseille, oui. En port maritime de Marseille. Vous voyez venir, il y a un vrai sujet, c'est le transport maritime qui aujourd'hui, c'est un secteur qui représente à peu près 3% des émissions mondiales, qui transporte 80% bien sûr des marchandises quand on prend la partie fret. Il y a un débat sur la taxation internationale du transport maritime. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un sujet qui est sur la table? Est-ce que la France va le porter ou est-ce que vous pensez qu'il faut trouver d'autres solutions? On a bien vu qu'avec le transport aérien, on a eu le Bourget récemment, vous avez travaillé sur la décarbonation aussi de l'aviation. Absolument, c'est un sujet qui est sur la table, le prix et la taxation du carbone dans le transport maritime, qui aujourd'hui ne fait pas l'objet d'un accord international. Le président de la République, quand il a réuni le pacte financier mondial et beaucoup de chefs d'État et de gouvernement, a émis cette idée. Il était apparemment favorable, mais à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, pas à l'échelle de la seule France. Parce que c'est un transport qui, par essence, est encore plus que l'aérien, ou au moins autant que l'aérien, est évidemment très international par nature. Il n'est pas que français, il n'est même pas qu'européen. Donc le président a dit, mettons un prix du carbone, des accords de Paris du maritime en quelque sorte. Il y a eu une discussion à l'organisation maritime internationale il y a quelques jours. La France a défendu cette idée. Elle a fait l'objet d'une forme de petite accroche dans l'accord final qui a été obtenu. C'est très positif parce que personne n'en parlait jusqu'à présent. Donc on a lancé cette idée, comme on l'avait fait dans l'aérien il y a quelques années. Et dans l'aérien, en septembre dernier, c'était une négociation que j'ai menée à Montréal, on a obtenu un accord international sur taxation surtout et sur le fait d'avoir un objectif commun de neutralité carbone 2050. On est en train de faire cette négociation dans le maritime et on a commencé au niveau européen avec ce qu'on appelle l'ETS, les quotas carbone, qui s'imposent aux maritimes à partir de l'année prochaine. Alors c'est bien de proposer, pourquoi pas cette taxation pour évidemment inciter à décarboner, mais encore faut-il avoir des solutions de décarbonation. Bien sûr. Vous avez fait des annonces avec le président de la République, bien sûr, sur la décarbonation d'un certain nombre de carburants, notamment une filière de carburant vert. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez l'impression que ça va vraiment être possible d'avoir suffisamment de carburant vert pour l'ensemble des besoins de transport, à la fois aérien et maritime? C'est pour ça qu'il faut une planification, parce que ce n'est pas les mêmes solutions dans tous les modes de transport. Je prends quelques exemples très simples. Pour la voiture, on a décidé que le choix central, c'était le véhicule électrique et on investit dans la production de batteries électriques et de véhicules électriques en France et en Europe. Pour l'aérien, on sait que 50% de la trajectoire de décarbonation, ce sont les carburants d'aviation durable et donc il faut que la priorité leur soit donnée dans les biocarburants ou dans ce qu'on appelle les carburants de synthèse, les e-fuels pour les années qui viennent. Et quand le président de la République est allé au Bourget, pardon, c'est le charme de la nature, oui. Quand le président de la République est allé au Bourget, il a dit l'État met 200 millions d'euros pour accélérer les carburants durables et la production de carburants durables en France et en Europe. Il y a 1 an ou 4 ans, quand il y a eu le dernier salon du Bourget, on n'en parlait pas du tout. On est en train de le faire. Là, ça avance. Ça avance. Et pour l'aérien, on a cette priorité absolue. On va arrêter de vous torturer, Clément Beaune. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On va vous offrir un verre d'eau. Merci d'être venu sur le plateau de la tribune. Merci encore. Merci beaucoup.